La lecture. Pour de certains esprits, le seul mot de lecture fait surgir un vaste domaine où pénétrer librement pour des randonnées sans fin. À ces lecteurs convaincus, le livre est indispensable. C'est qu'ils pratiquent la lecture comme un art de vivre, un art d'être soi-même. Et comme il n'est d'art sans plaisir, il faut donc que pour eux, lire soit jouissance et charme. Julien Green, vous qui vivez parmi les livres, nous direz-vous en quoi consiste ce plaisir? J'ai pratiqué ce que Valérie Larbaud appelle ce vice impuni, la lecture. Ça a toujours été pour moi un plaisir extraordinaire et non seulement une source d'inspiration, que je ne tiens pas du tout à cacher, mais une évasion facile qui me permet d'oublier les soucis de l'heure, quand il y en a, et de me transporter dans un monde souvent extraordinaire. Je dois à la lecture des plaisirs que je n'hésite pas à qualifier d'immenses. Il me semble que je ne pourrais pas vivre sans lire. Le plaisir de lire est pour moi quelque chose d'incomparable. Il est étonnant de penser qu'en ouvrant un livre, on puisse vivre tout à coup dans le monde que l'auteur vous propose. Il est certain que le livre nous présente le monde sous un aspect quelquefois nouveau. Nous regardons autour de nous et nous voyons le monde par les yeux de tel grand romancier ou de tel grand poète. Je suis ailleurs dans un monde imaginaire ou autrement. Ça dépend de ce que je lis. Un roman, par exemple, me transporte dans le monde du romancier. L'histoire, que j'aime beaucoup, est pour moi un intérêt fascinant. Je vis dans le passé, j'aime le passé et j'y suis. Le fait de m'asseoir dans un coin de ce bureau, près d'une bonne lumière et d'avoir un livre entre les mains, est pour moi un plaisir presque physique, n'est-ce pas? Tout compte dans cette histoire. Le format, la typographie, tous les marges, tout entre en jeu. Je tiens à avoir une bonne édition des écrivains que j'aime, n'est-ce pas? Mais c'est un plaisir qui n'est pas sans rapport avec le plaisir d'écouter de la musique, par exemple, ou alors de regarder de la peinture. Je ne compare pas ces plaisirs qui sont malgré tout d'ordre différent, mais il y a des rapports, en ce sens que la peinture et la musique peuvent nous envoûter, n'est-ce pas, nous enchanter, littéralement. La lecture fait de même. Il y a un ensorcellement dans la lecture. Je subis ce charme, n'est-ce pas, et je m'y livre. On ne les appelle plus surdoués, mais enfants intellectuellement précoces ou à haut potentiel. Et à cela, il faudrait ajouter poétiquement sensibles et émotionnellement fragiles. Ils se sentent différents et veulent comprendre chaque chose comme si leur vie en dépendait. On les repère trop tard parfois à la maturation accélérée de leur activité cérébrale, à leur capacité à assimiler l'information rapidement et à la retenir 2 fois plus vite et mieux que les autres. S'ils apprennent à lire très tôt et souvent tout seuls, ils auront surtout, pour les garçons, plus de difficultés dans l'écriture. Très en avance dans de nombreux domaines, les EIP, comme on dit, sont moins en avance dans leur développement affectif et psychomoteur. Ces différences sont souvent synonymes de souffrance et parfois même de difficultés scolaires.
Au lieu de se sentir au-dessus des autres, ils se sentent en dessous ou en tout cas à côté. Des établissements réservent heureusement un enseignement adapté à ces enfants ou adolescents qui ont plus de 130 de QI et représenteraient quelques 2% d'une classe d'âge. Pour l'instant, on essaie juste de s'introduire doucement dans une petite partie de leur tête, au milieu des étoiles, pour essayer de comprendre de quoi elle est peuplée, combien ils sont et de combien de questions, avec ou sans réponse, de quelles trouvailles scientifiques et poétiques. C'est tout de suite dans les quartiers d'été des Pieds sur Terre, une émission diffusée pour la première fois le 2 décembre 2009, signée évidemment Élise Andrieux. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent. Souvent le soir, quand j'essaie de m'endormir en lisant, je réfléchis plus aux questions que certains scientifiques se posent sur l'avenir ou sur le passé, des mystères. Et par exemple là, j'essaie de trouver une solution parce que comme je pense que bientôt il y aura la fin de la Terre, j'essaie de trouver une solution. En fait, à force de réfléchir des heures avant de m'endormir, eh bien en fait, je rassemble plein d'indices. Par exemple, le réchauffement climatique. Donc, par exemple, la sécheresse qui tue tous les hommes sur toute la Terre. 3 à 4 siècles après, la Terre se cassera définitivement. La fin de la Terre, c'est pas plus mal non plus. Parce que ça va nous pousser à avancer, trouver un moyen de nous sauver, bien sûr, parce que on va pas laisser éteindre notre espèce comme ça. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est pour ça que déjà, je commence dès aujourd'hui à essayer de réfléchir. On va revenir maintenant sur les chiffres du chômage et pour cause, le triste record de 1997 a bien été battu hier et on va s'arrêter sur les populations les plus touchées. Le taux de sans-emploi pour les seniors, par exemple, a augmenté de 101% en 5 ans, c'est énorme. Parmi ces plus de 50 ans qui sont inscrits au Pôle emploi, il y a beaucoup de femmes. Une association lancée par des chefs d'entreprise a décidé de leur venir en aide, elle s'appelle Force Femmes et souvent la solution c'est de créer son propre emploi. Dossier signé Yves Ginca, Abdelzouewesh. Comment ça se passe? Ça va bien. Hélène Lagnier, 52 ans, cherche du travail depuis bientôt 6 mois. Agent immobilier au chômage, elle est accompagnée par une association réservée aux femmes âgées de plus de 45 ans. C'est Force Femmes. Tous les 15 jours, Hélène fait le point avec une bénévole. J'ai un parcours de femme. J'ai permis à mon mari de travailler. Du coup, si je dois faire mon CV, j'ai plein de trous. Joëlle Apantoni, la bénévole qui l'accompagne, l'écoute, comprend ses problèmes et lui donne des conseils.
La restauration collective est un secteur où l'on gaspille beaucoup et les cantines scolaires sont particulièrement voraces. Selon l'ADEME, 170 grammes d'aliments par personne terminent dans la poubelle de la cantine. Un collège où 500 élèves déjeunent chaque jour jette en moyenne 10 tonnes d'aliments par an, soit l'équivalent de 22 000 repas. Ce sont 33 000 € qui partent ainsi à la poubelle. C'est un gâchis non seulement alimentaire et économique, mais aussi en termes d'énergie perdue. Conscient des enjeux, le collège Mac Jacob à Saint-Jean de la Ruelle a mis en place une batterie de solutions, dont la table de troc. Et le principe en est tout simple. Lorsqu'à la fin de son repas, un élève s'aperçoit qu'il a eu les yeux plus gros que le ventre, qu'il a par exemple pris un fromage et un dessert et qu'il ne peut finir, il dépose l'un ou l'autre sur une table dédiée. Un copain qui a encore faim n'aura plus qu'à aller se servir. Une vraie économie est ainsi réalisée, car dans une collectivité, tout ce qui sort de la chaîne du froid ne peut y retourner et donc doit être jeté. Mathieu Chassigné, vous mettez en place sur l'agglomération lilloise le dispositif Éco-Bonus. Le principe, c'est de payer les gens pour laisser leur voiture au garage. On marche pas un peu sur la tête là ? Je pense pas qu'on marche sur la tête, puisque si on veut remettre la voiture à sa place, il y a un moment donné, il faut s'adresser à la personne qui est derrière le volant, c'est-à-dire l'automobiliste. Et donc le projet consiste vraiment à s'adresser à l'automobiliste en lui proposant des alternatives et en l'incitant pour cela. Alors faut savoir que c'est un projet qui est temporaire, sur quelques mois, on rémunère les automobilistes pendant quelques mois pour qu'ils laissent la voiture au garage. Et ces quelques mois permettent de faire franchir une étape, de tester des moyens de transport un petit peu différents et d'y prendre goût, de les intégrer à ses habitudes quotidiennes. Je pense que là où on marche sur la tête, en fait, c'est quand on veut traiter les problèmes de congestion en travaillant uniquement sur l'offre, sur les infrastructures, en augmentant continuellement les infrastructures, soit par un élargissement des routes, soit par la construction de nouvelles routes, ce qui coûte très cher. En euros, ça coûte très cher. D'un point de vue écologique, ça coûte très cher. Et on voit que ça marche pas du tout, puisque les villes qui en font le plus pour la voiture, c'est également celles qui ont le plus de problèmes. Il suffit de regarder, par exemple, des villes comme Los Angeles ou Atlanta, où ces deux villes sont traversées par des autoroutes qui ont parfois 2 fois 7, 2 fois 8 voies. Et pourtant, c'est les villes qui sont les plus congestionnées au monde.